L'élégante maison blanche, avec ses fines colonnes s'élevant fièrement au bout d'une longue allée bordée de chênes, résonnait autrefois du rire de Clara, du doux tintement des verres de vin lors des soirées d'été et des brillants espoirs d'une famille qui commençait son histoire. À l'époque, chaque recoin recelait une promesse, chaque pièce un souvenir à créer. Mais ce jour-là, un silence pesant s'abattait sur le parc. Seul le grincement lent des vieux marchepieds de la Porsche troublait l'air immobile. Alexandre Porter, 33 ans, s'était effondré là, terrassé par un chagrin si immense qu'il semblait l'engloutir tout entier. Sa chemise rose pâle, impeccablement repassée, contrastait avec la rougeur creuse de ses yeux insomniaques. Ses mains tremblantes serraient un mouchoir froissé, dernier témoignage des larmes qu'il ne pouvait plus contenir. Devant lui, sur une table en osier, se trouvait un petit cercueil étincelant en chêne poli. Son éclat reflétait le soleil ardent de midi, mettant en lumière le corps minuscule qu'il contenait. Emmailloté dans une couverture de lin blanc, l'enfant pour lequel il avait prié de toutes les fibres de son être gisait immobile, une réponse à des années d'espoir, tragiquement brisée. Alexander, magnate de l'immobilier autodidacte qui avait bâti un empire, passant de terrains vagues à des quartiers prospères en moins de 10 ans, voyait désormais chaque contrat, chaque distinction perdre tout leur sens. Pas sans Clara. Pas sans leur fils. 3 jours plus tôt seulement, dans une chambre d'hôpital stérile et baignée de lumière, Clara avait offert ce qui devait être leur plus grand triomphe. Après 2 fausses couches déchirantes et d'innombrables prières murmurées dans l'obscurité, elle avait serré la main d'Alexander et murmuré « Bientôt, nous serons 3 », les yeux brillants de joie. Mais l'accouchement tourna au cauchemar, une hémorragie soudaine, une confusion frénétique parmi les infirmières. Alexander avait arpenté le couloir au linoléum usé, chaque pas s'annonçant comme une terreur. Lorsque le chirurgien émergea enfin, masque au vent, les yeux baissés, il murmura « Je suis désolé, monsieur Porter. Votre femme n'a pas survécu. » Le monde s'écroula sous les pieds d'Alexander. Et lorsque le médecin ajouta, la voix tendue « Le bébé n'a vécu que quelques minutes, nous avons fait tout ce que nous pouvions », Alexander comprit qu'il avait perdu sa vie entière en un instant cruel. Il refusa le funérarium, exigeant « Je le veux ici, à la maison », la voix brisée. Alors, sur le porche où Clara s'était assise un jour avec un livre, bercé par la brise du soir, le minuscule cercueil reposait au son dernier berceau. Alexander resta immobile, le bout des doigts caressant le bois lisse du cercueil, le souvenir du rire et des mains douces de Clara fusant dans son esprit. Invisible, un jeune garçon pieds nus nommé accent aigu, un t-shirt poussiéreux et déchiré qui pendait sur sa silhouette frêle sortit de la rue en rampant. Curieux, il s'approcha de la maison silencieuse et du cercueil ouvert. D'abord, il observa la scène avec des yeux écarquillés d'étonnement. Puis, surpris, il remarqua un léger mouvement de soulèvement et de relâchement du linge. Il cligna des yeux, se frotta la joue d'une main sale et s'agenouilla plus près. « Monsieur » appela-t-il doucement, la voix tremblante mais claire. Alexandre, perdu dans son chagrin, entendit à peine jusqu'à ce que les mots pressants du garçon éclatent « Votre bébé, il est vivant. » À cet instant, Alexandre releva brusquement la tête, l'incrédulité et l'espoir se mêlant dans ses yeux. Il avait du mal à croire ce qu'il entendait. Les médecins avaient été catégoriques, c'était impossible. Il bouge, insista Élie d'une voix pressante en désignant le petit cercueil en bois. Je l'ai vu respirer. Le cœur d'Alexandre battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater. Non, c'était impossible. Et pourtant, le désespoir dans la voix du garçon, la certitude inébranlable dans ses yeux clairs le poussèrent à agir. Il se leva en titubant, chaque pas étant une lutte contre son propre choc, et se pencha sur le cercueil. Il retint son souffle en examinant la minuscule forme à l'intérieur, et soudain là un léger mouvement de la poitrine du nourrisson, si léger qu'il en paraissait presque irréel. Sa main trembla violemment lorsqu'il effleura la joue du bébé, elle était chaude, douce, vivante. « Mon Dieu » murmura-t-il, les jambes fléchissant sous lui. Les médecins s'étaient trompés. Son fils était vivant. Et cet enfant en haillons, cet inconnu aux vêtements en lambeaux, avait vu ce que personne d'autre n'avait remarqué. « Reste ici » ordonna-t-il à Élie, la voix étranglée par l'émotion. Il chercha son téléphone à tâtons, ses doigts glissant sur l'écran tandis qu'il composait le 911. « Mon bébé est vivant » cria-t-il d'une voix rauque. « Envoyez une ambulance, vite, il respire. » Quelques instants plus tard, les sirènes déchirèrent le silence. Élie se tenait immobile près de la Porsche, sa petite silhouette rigide, les mains jointes. Les ambulanciers montèrent les marches en courant, leur trousse médicale claquant sur le trottoir. « Il est faible »
mais il a un pouls, annonça l'un d'eux après un examen rapide. Déplaçons-le maintenant. Alexandre monta dans l'ambulance, sans jamais lâcher la petite main de son fils. 1 heure plus tôt, son monde avait été englouti par le désespoir, maintenant, il vibrait d'un espoir fragile et terrifiant. À travers les vitres de l'ambulance, les rues de la ville défilaient floues, mais Alexandre ne pensait qu'à son fils. « Tiens bon, petit » murmura-t-il, sa voix tremblante d'un mélange de peur et d'amour féroce. À l'hôpital, une équipe de néonatologistes se tenait prête. Aux urgences, les machines bipaient rythmiquement, les médecins aboyaient leurs ordres et l'oxygène sifflait à travers le masque miniature fixé au visage du bébé. Alexander, relégué sur un siège à quelques mètres de là, retenait sa respiration entre chaque respiration laborieuse, chaque seconde s'étirait comme une éternité. Finalement, le docteur Adams apparut, un homme aux tempes argentées et au regard fixe. Il s'approcha doucement et posa une main rassurante sur l'épaule d'Alexander. « Monsieur Portier, votre fils était dans un état critique, une hypothermie sévère a ralenti son métabolisme à tel point qu'il semblait sans vie. Mais il est maintenant stable. Avec des soins intensifs, il s'en sortira. » Alexandre s'effondra sur une chaise proche, le visage enfoui dans ses mains. Des sanglots silencieux de soulagement se mêlèrent à un chagrin renouvelé pour Clara. Son fils, son petit Benjamin, comme ils avaient prévu de l'appeler, était vivant contre toute attente. Une seconde chance lui avait été accordée. Au milieu du tourbillon d'émotions, une pensée le frappa comme un éclair, Ellie, le garçon qui avait sauvé son enfant. Il se leva d'un bond, le cœur battant, et quitta précipitamment l'hôpital, laissant derrière lui le bip constant des machines et le tourbillon d'infirmières. Dehors, le soleil baignait la ville d'une chaude lueur orangée. Lorsqu'il arriva chez lui, l'allée était déserte et silencieuse. L'ambulance était partie. Mais sur la dernière marche, serrée autour de ses genoux, était assise Ellie. Ses yeux sombres, d'une sagesse surprenante pour son âge, fixaient l'horizon comme s'il attendait quelque chose ou rien du tout. Ellie, haleta Alexandre, agenouillé devant lui. Sa voix était brisée par l'émotion. « Comment le savais-tu » Le garçon haussa les épaules, ses doigts s'enroulant nerveusement autour d'un fil effiloché qui pendait de son short. « Je l'ai vu bouger » murmura Ellie. « J'ai vu des bébés dans la rue, parfois, leurs mères les tiennent dans leurs bras même lorsqu'ils sont faibles. Je savais qu'ils n'étaient pas morts. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Ce garçon, à peine un enfant dans un monde qu'il ne comprenait pas, possédait un instinct que les médecins, malgré leurs diplômes et leurs machines, avaient manqué. Il tendit la main, la posant sur l'épaule d'Ellie, puis hésita, remarquant la méfiance dans le regard du garçon. « Où est ta famille, Ellie » demanda-t-il doucement. La tête d'Ellie tomba, ses doigts s'immobilisant. « Je n'en ai pas » dit-il simplement. Le cœur d'Alexandre se brisa à nouveau, mais cette fois avec une détermination farouche à les protéger tous les deux. « Il y a quelque temps, je me débrouillais comme je pouvais, dormant là où je trouvais de la place, invisible pour la plupart. » Les pieds nus et balafrés d'Ellie et son t-shirt déchiré la faisaient passer pour un fantôme. Pourtant, c'est elle qui a redonné vie à l'avenir de son fils. À cet instant, Alexander sentit quelque chose se briser en lui, non seulement la douleur, mais l'indifférence dont il avait fait preuve autrefois. Combien de fois avait-il croisé des enfants comme Ellie sans s'arrêter, sans les voir ? « Tu as sauvé mon fils » dit-il d'une voix rauque. « Tu m'as sauvé. Je ne pourrai jamais te le rendre, mais je te promets une chose, tu ne seras plus jamais seul. » Il tendit sa paume ouverte, un geste simple et lourd de sens. Ellie fixa cette main, son regard passant de la paume tendue au visage d'Alexander. Puis, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, il posa sa petite main dans celle d'Alexander. Le soir même, Alexander appela les services sociaux et un ami avocat pour s'assurer qu'Ellie serait en sécurité. Il conduisit le garçon dans la grande maison blanche, où les murs semblaient soudain moins froids. Dans la cuisine, il prépara un humble repas, un bol de soupe fumante, du pain frais et une pomme rouge brillante. Assise à la longue table, Ellie dévora chaque bouchée, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. Après un long bain chaud, le premier dont il se souvenait dans une vraie salle de bain, Alexandre lui trouva des vêtements propres dans une vieille boîte de dons, un ensemble de pyjamas bleu marine, un peu trop grand mais doux et chaud. Le lendemain matin, Alexandre retourna à l'hôpital. Benjamin était allongé dans une fine couverture à l'intérieur de sa couveuse, ses petits doigts palpitant faiblement. Les médecins étaient optimistes, ses constantes s'amélioraient d'heure en heure. Alexandre se pencha et murmura « Tu es mon petit miracle ». Des larmes coulèrent sur la vitre froide, mais pour la première fois,
il sentit l'espoir transpercer sa tristesse. Plus tard, assis près du berceau de Benjamin, Alexander posa une main bienveillante sur l'épaule d'Élie et parla avec douceur. « Je veux que tu restes avec nous, pour toujours, si tu es d'accord, murmura-t-il. Les yeux d'Élie s'ouvrirent grands, baignés d'une émotion qu'il peinait à nommer. « Tu veux dire vivre avec nous, comme une vraie famille ?» demanda-t-il, la voix tremblante et empreinte d'espoir. Alexander hocha la tête, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Oui. Tu mérites un foyer. Tu mérites une famille. Tu as sauvé Benjamin, et tu m'as sauvé moi aussi. » Un frisson traversa Élie, comme pour chasser un doute invisible. Puis, pour la première fois, un sourire timide vint éclairer son visage, dévoilant une douce fossette sur sa joue gauche. « D'accord, » souffla-t-il, la voix à peine audible mais pleine de promesses. Dans les semaines qui suivirent, Alexander se plongea dans les démarches administratives. Avec l'aide de son avocat et des travailleurs sociaux, il entama la procédure d'adoption. Ce ne fut pas simple, formulaire à remplir, entretiens épuisants, questions sur la façon d'élever 2 enfants seuls après la perte de Clara. Mais à chaque instant de doute, il se rappelait Élie, penché sur ses premiers livres avec un professeur particulier, ou Benjamin, reprenant des forces dans son lit d'hôpital. Ces images lui donnaient la force de persévérer. Peu à peu, la grande maison blanche reprit vie. Les petites voitures d'Élie et le ballon de foot qu'Alexander lui avait offert jonchaient le sol du salon. Benjamin, enfin rentré chez lui après un mois en néonatologie, dormait dans un berceau près de la fenêtre, bercé par le chant des oiseaux que Clara aimait tant. Élie, désormais inscrit à l'école du quartier, affichait fièrement son sac à dos tout neuf et ses baskets blanches qui scintillaient sous le soleil. Le soir, Élie partageait parfois des bribes de son passé, les nuits glaciales sous les ponts, les repas pris dans les poubelles, les regards effrayés des passants. Chaque mot, chaque souvenir renforçait la détermination d'Alexander à lui offrir un avenir sûr et lumineux. Un jour, alors qu'ils étaient tous les 3 installés dans la Porsche, le même véhicule où tout avait basculé, Élie leva soudain les yeux vers Alexander. « Tu crois que Clara serait heureuse ?» demanda-t-il, la voix empreinte d'un mélange de tendresse et d'appréhension. Serrant doucement Benjamin contre son épaule, le cœur d'Alexander se serra. Il se revit, souriant, la main posée sur son ventre. « Oui, Élie, » répondit-il, la voix douce. « Elle t'aurait aimé. Elle t'aurait appelé notre ange. » Des mois plus tard, lorsque ses amis ou ses collègues lui demandaient comment il avait pu surmonter une telle tragédie, Alexander se contentait de sourire, une lueur nouvelle dans le regard. « Un petit garçon sans abri m'a redonné la vie », disait-il simplement. En voyant Élie courir dans le jardin d'un cerf-volant coloré dans les mains ou en écoutant Benjamin gazouiller de bonheur dans ses bras, il savait qu'il avait trouvé bien plus qu'une famille, un véritable miracle né d'une rencontre inattendue.